prédation internationale est à leur avantage. D'accord. Merci beaucoup pour cette brillante analyse sur la question relative à la dette publique. Les États-Unis d'Amérique qui se sont très souvent illustrés comme un État à l'image de la Madone, un État irréprochable, mais qui, en l'état et dans les faits, n'est qu'une véritable n'est qu'une véritable marionnettiste qui fait déclencher des guerres un peu partout à travers le monde, ce qui, pour d'aucuns, voudrait dire qu'il puise dans ses différentes réserves et des prêts ou encore des dettes pour pouvoir financer ces guerres. Que dis-je? Président Bandakani, de nombreux analystes ont pourtant souvent dit que pour qu'un pays puisse véritablement être sur un cran de développement ou d'émergence, il ne saurait ne pas avoir une dette publique, fût-elle énorme. Alors, si on se réfère à cette analyse de Jonathan Batengene qui fait ressortir cette entourloupe des États-Unis quant à cette dette, comment comprendre ce mécanisme financier basé sur le chantage? Pas la nature de l'État américain. Sa nature historique, comment elle est devenue un État, comment les États-Unis se sont constitués comme État, la nature des principales classes qui dominent les États-Unis, les classes sociales, et la structure de son économie. La nature des États-Unis, comment cette nation s'est constituée? On ne va pas revenir sur les choses qu'on connaît. Ce que le président Trump appelle l'esprit pionnier, c'est quoi? C'est l'esprit génocidaire. L'esprit pionnier, c'est le génocide des Amérindiens. C'est le Far West. Le Far West qui a permis de conquérir tout le territoire américain par le feu, le sang. Donc ça, c'est la nature de l'État américain. C'est un État qui, dans sa naissance, est génocidaire. Les gens partent c'est ce qu'on appelle l'esprit anglo-saxon de manière fondamentale. Oui. C'est-à-dire la Nouvelle-Angleterre, historiquement, c'était ça. Ces gens partent de l'Angleterre, ils fuient les guerres des religions, ils arrivent sur place, ils disent qu'ils ont trouvé un nouveau monde. C'est-à-dire qu'ils ont génocidé les Indiens, ils les ont fait disparaître. Et ils ont colonisé toute la terre qui était là-bas à travers cette affaire qu'on appelle la conquête de l'Ouest, le Far West. Le deuxième caractère que j'ai souligné, c'est la nature des classes dirigeantes de ce pays-là. Il faut comprendre les qui même sont allés créer les États-Unis. Les qui? Parce que la problématique de la religion est importante pour comprendre ça. Ça soit au niveau de ce qu'on a appelé le puritanisme américain, qui est une version pour tromper les naïfs, que ce soit les spiritains, etc. Ce sont des lectures. Ce sont des lectures de la Bible, très exaltées de la Bible, qui ont permis de justifier, comme je parlais tout à l'heure, le génocide, par exemple, et tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Oh, mais en réalité, ces classes dominantes-là sont les qui? Ce sont les agents de la structure de l'argent qui avait déjà commencé, n'est-ce pas, à maîtriser la fabrication de la monnaie, les circuits de distribution de la monnaie, la circulation de la monnaie, la fabrication de la monnaie, sa circulation et désormais même sa dématérialisation, oui, qui va aboutir à toute la technostructure sophistiquée qui tourne autour de la monnaie et qui désormais constitue ce que Jonathan a si bien appelé l'état profond mondial. Il faut bien comprendre ça. Oui. Parce que l'histoire des banques américaines que Jonathan soutient, vous ne comprenez pas ça si vous oubliez que Kennedy n'est pas le seul président américain qui a été assassiné. Ça va faire 4. Et les présidents américains ont été tous assassinés à cause de l'enjeu monétaire. Donc Kennedy, on va dire que c'était l'enjeu de l'État d'Israël, etc. Mais derrière ça, il y avait la question de l'argent. Donc si quelqu'un le dirait de manière triviale, c'est à cause de l'argent des gens. Non, l'argent, oui, l'argent des gens. La question monétaire. Parce qu'il vous a décrit la structure de la banque, ce qu'on appelle la réserve fédérale. Oui. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que c'est une entreprise privée. Tout ça, c'est privé. C'est une entreprise privée. C'est une banque centrale qui est une entreprise privée. C'est encore plus dangereux. Oui, une entreprise privée. Et
c'est ces familles qui ont constitué cette banque centrale. La constitution de la banque centrale américaine, la Federal Reserve Bank, est l'enjeu de la souveraineté des États-Unis. C'est l'enjeu politique majeur. C'est-à-dire que depuis l'avènement de cette affaire-là, il y a deux tendances fondamentales qui se situent aux États-Unis, qui considèrent que les États-Unis ont perdu l'indépendance le jour où les privés ont réussi à imposer la Reserve Bank comme étant une entreprise privée. Oui. Il faut comprendre ça. Ça veut dire que le président américain n'a aucun contrôle sur le système monétaire de son pays. Et nous, on se plaint ici que le franc CFA est géré à Paris, mais les Américains ont un autre problème qui est très sérieux, c'est que le dollar, le système, la réserve fédérale, c'est une entreprise privée sur laquelle le président américain n'a aucun contrôle. Les États-Unis ont deux capitales fondamentales. Il y a Washington DC là, qui est un État dans l'État et qui est le siège des institutions centrales comme la Federal Bank. Et il y a Washington, que vous connaissez là où le président américain loge. Le conflit politique américain tourne autour de ça. Or, autour de cette banque depuis très longtemps, Jonathan l'a si bien expliqué, se sont constitués, n'est-ce pas, et là c'est l'autre structure, j'entre dans la structure de classe des États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a un pays qui a divisé la propriété privée, dont l'argent. Diviser l'argent. Or, la réserve, la Fédérale Réserve coiffe, mon cher ami, un système où le capital financier, ou bien le capital bancaire, a fusionné avec le capital industriel pour faire que l'État américain, en réalité, n'a aucun contrôle sur l'économie américaine. Ça veut dire quoi, mon cher, on va au fond. Hein. Oui. Ça veut dire que quand on parle du complexe industriel-militaire, quand on parle du complexe pharmaceutique, le président américain n'a aucun pouvoir sur ces structures. Et vous imaginez que les structures les plus décisives, les plus puissantes d'un pays, le président américain n'a pas la capacité d'élaborer une politique contraignante envers ces structures-là. Voilà pourquoi on veut dire que les États-Unis, c'est la capitale des affaires. C'est le pays, c'est le stade suprême de la propriété privée. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Bon, si on comprend bien, ça veut dire que c'est une gouvernance, une navigation à vue. Mais vous êtes gentil, c'est un mot trop savant. Les États-Unis, c'est une colonie des patrons financiers. L'Amérique, c'est une colonie de ceux qui possèdent la Federal Reserve. C'est ce que je te dis. Et ce sont eux qui gèrent les marchés. Wall Street, ce sont eux qui gèrent les marchés. Président, je vais même ajouter un petit élément là. Allez-y. Très simple. Hein. Quand même. Dans la Federal Reserve, quand on dit au peuple américain qui se endetté, je vais vous garantir une chose. Il n'y aura pas un jour pour rembourser cette dette. Vous comprenez? Parce que l'argent qui est sorti de là est allé vers ceux qui l'ont émis. Vu que c'est eux qui ont encore le complexe industriel-militaire, c'est eux qui ont les principales entreprises d'investissement. Quand on prend de l'argent, parce que quand l'État s'endette pour une raison précise, ça peut être la fabrication des armes. L'État ne va pas prendre cet argent. La banque va directement payer le fabricant d'armes. Quand le banquier là est le fabricant d'armes, l'endettement enrichit qui? N'est-ce pas le banquier? Bon, pourquoi on utilise ça? La dette, c'est un outil de chantage du peuple. On fait vivre le peuple américain avec l'idée qu'il doit énormément à ces gens-là pour que ces gens continuent d'avoir une emprise sur eux. C'est purement un travail psychologique. Donc, les 40 000 milliards là, je vous dis, il n'y aura jamais un jour où ils vont s'asseoir et dire on rembourse. Vous allez attendre ce jour, ça ne viendra jamais. Ils ne vont jamais rembourser. Les seuls qui seront contraints de rembourser, c'est ceux qui vont s'endetter là-bas, parce que les États-Unis, quand ils s'endettent, ça leur permet d'utiliser ça comme levier au niveau international en disant si les États-Unis s'endettent, ça veut dire que vous aussi, les autres États, vous pouvez vous endetter. L'enjeu du dollar. Mais maintenant, quand vous endettez, vous allez rembourser. Bien sûr, puisque vous fabriquez pas le dollar. Vous allez à la fois enrichir le banquier qui va envoyer une entreprise que lui contrôle, faire le marché. C'est pour ça qu'on nous envoyait les entreprises occidentales pour réaliser les marchés. Et après avoir enrichi ce banquier, vous l'enrichissez encore doublement en lui payant les intérêts et le capital que vous avez emprunté. La dette, c'est pour les pays pauvres. La dette, c'est pour le tiers-monde. La dette, c'est pour les autres. C'est pour empêcher l'explosion, la croissance économique ou bien le développement économique des autres. La dette est un outil de chantage des peuples occidentaux.
cette dette-là, c'est même pour ça que quand le FMI dit on va mettre la France en ajustement structurel, on dit récupérez d'abord vos colonies. Si vous récupérez, on continue le mécanisme. Parce que cette dette là-bas, elle est fictive. La réalité, c'est ça. La dette occidentale est fictive. Oui. Vu que c'est leur état profond qui tient le capital, leur état profond, c'est un jeu d'alliance entre la classe dirigeante et la classe d'affaires. D'accord. Et la classe dirigeante dit, bon, nous on va s'endetter auprès de vous, vous nous facilitez pour le développement économique. Dit oui, mais on va mettre dette. Même si vous n'allez jamais rembourser, on met quand même dette. C'est ça, c'est comme à titre éducatif, mais c'est une dette fictive. C'est une entourloupe qui a été très bien pensée et qui reste le mécanisme par lequel les États-Unis vont donc développer leur prédation financière au niveau international. Le président, il voulait juste ajouter ça. D'accord, merci. Non, on peut ajouter ceci. En plus, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, c'est le cercle vicieux de l'endettement. C'est comme ça qu'ils utilisent ce mot. Cette phrase savante pour masquer la réalité qu'en fait, on est dans le crime. On est dans la pègre, on est dans le crime, élevé au niveau d'une politique. C'est-à-dire que, comme tu as si bien dit, il n'est pas question de sortir de l'endettement. Tout à fait. Mais le principe de l'endettement, les stocks de la dette, comme tu as dit, servent justement à faire chanter et à soumettre les peuples. Et c'est l'expression, en vérité, de l'absence de démocratie. C'est-à-dire, quand vous dites, j'aime dire toi qu'il y a la démocratie, mais en réalité, la preuve qu'il n'y a pas de démocratie, c'est l'existence du stock de la dette. Parce que la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'autre politique possible en dehors de ce que les banquiers imposent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une autre politique possible, c'est quand le système banquier et la pensée économique, le système économique avait un rival global qui soit à mesure de le menacer, y compris militairement. C'était ça la guerre froide. Quand il y a la guerre froide, il y avait plusieurs politiques possibles entre le communisme et le capitalisme. Vous avez la possibilité du socialisme, vous avez la possibilité de la social-démocratie, vous avez pour les pays colonisés comme nous, l'État-providence. C'est pas tombé du ciel. C'est parce que mais un système qui n'a pas de rival, un système qui n'a pas de compétition, mais c'est le totalitarisme. C'est ce qu'ils vous reprochent. Ils disent que vous n'êtes pas en démocratie. Mais c'est eux qui ne sont pas en démocratie. Simplement, il y a une sophistication qui vous fait croire que le fait qu'il y a plusieurs partis et deux partis dominants qui s'échangent de temps en temps les mandats, on vous dit qu'il y a démocratie. Et vous les Africains, parce que c'est votre travail. Vous êtes des consommateurs de tout, vous consommez tout, ça vous impressionne, la démocratie. La démocratie n'existe pas aux États-Unis. Puisque si quelqu'un vous dit que la démocratie là-bas, qui vous disent que quel est le président qui peut venir au pouvoir et dépasser la frontière tracée par les banquiers? Qui? Même Donald Trump, là, il fait le théâtre là, depuis là, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Parce qu'il doit faire avec la question du déficit et de la dette. Tout à l'heure, je reviendrai pour la spécificité de ces dettes qui rend encore les Américains dangereux pour le monde. Donc, il y a le système de l'endettement, Jonathan a bien expliqué ça. C'est-à-dire que, et c'est le plus grand, c'est le plus vieux débat économique qui existe. C'est le plus grand des enjeux économiques qui existent depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que, qui produit la richesse, qui exploite? Les grands économistes, Adam Smith et les autres, les Ricardo, il a théorisé que non, les riches sont des génies, c'est Dieu qui les a bénis, sont trop forts. On s'est marché devant eux. Mars a voulu démontrer que non, ce sont les voleurs, ils exploitent. La richesse ne provient pas qu'ils croient en Dieu, machin. Ça provient de l'exploitation de celui qui produit réellement cette richesse. On l'appelait ouvrier, on l'appelait prolétaire. Mais il y a une autre conséquence. Quand les capitalistes réussissent à monopoliser le capital, la production du capital, et à créer une intermédiation, une intermédiation structurelle entre le producteur et celui qui fabrique la représentation de la production, c'est-à-dire la monnaie. Oui. Au point où on sait d'être intermédiaire. Parce que l'histoire des banquiers, c'est l'histoire de l'intermédiation. C'est tout. Il s'est posé un problème, c'est que bon, on va transporter l'argent comment? À partir du moment où on a commencé les interrelations entre les États, on transporte l'argent comment? Et le négociant, le banquier s'était mis là comme état intermédiaire. La monnaie, le fiduciaire, tout ça, papier, elle est là, à ce niveau-là. Donc, maintenant, l'intermédiaire, là, lui, à un moment donné, il produit l'argent. Il organise la circulation de l'argent.
fait la police de l'argent. À la fin, ils dématérialisent l'argent. C'est ça le système SWIFT. C'est ça tout ce à quoi ils sont arrivés, où on est fâché de toi, on appuie un bouton, tout disparaît. On peut sanctionner la Russie, ramasser tout l'argent de la Russie. On est puissant, la Russie, on confie son argent. Et parce que dans la circulation internationale de l'argent, il y a des personnes qui sont les vrais patrons de l'affaire. Ils peuvent dire à un État, tes avoirs sont confisqués et tu ne peux rien faire parce que c'est une technologie qui échappe au contrôle des États. Or, vous avez deux cas économiques fondamentaux qui vous disent qu'on peut continuer comme ça. Un État qui ne produit pas sa monnaie est une colonie. C'est pas seulement vrai pour l'Afrique. Non. Les États-Unis, là, c'est une colonie de financiers. Mais il y en a qui ne savaient pas. C'est leur problème. Parce que même quand on le dit, est-ce qu'ils croient? Ils ne veulent pas comprendre, mais c'est ça le problème. Si je produis, ce qui est le sang de l'économie, ce qui est la chose la plus importante, l'argent. Mais c'est moi le patron, mon cher Amad. C'est moi le patron. C'est moi le patron. Les politiciens là sont des vauriens, ce sont des bavards que je fabrique comme je veux. Non. Donc c'est ça l'enjeu de cette affaire. La dette américaine, c'est quoi? C'est que ceux qui produisent l'argent aux États-Unis, ce n'est pas l'État américain. Ce sont les gars là. Et ils contrôlent la réserve banque dans le principe de l'économie. Une banque centrale, c'est l'endroit où on produit la monnaie. C'est là où on gère l'argent. C'est-à-dire que le monopole de il y a un mot là, frapper monnaie. Voilà le principe. Appartient à l'État à travers la banque centrale. C'est la base de l'économie. Écoutez-moi très bien. Parce que à partir de la fabrication de l'argent, c'est un monopole. D'abord, c'est un monopole. L'État peut s'enrichir déjà rien que dans la fabrication de l'argent. C'est un levier fondamental de la puissance publique. Produire de l'argent. C'est-à-dire le bien des biens. Le bien général. Le bien qui détermine d'autres biens. C'est-à-dire le bien par lequel d'autres biens circulent. C'est l'État qui est censé le produire. Si l'État ne le produit pas, et que c'est dans les mains des privés, c'est la colonisation. Donc à partir de ce moment-là, Jonathan, nous sommes des néo-colonies, des sous-colonies. L'État des États-Unis, c'est une colonie des financiers. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas la géopolitique mondiale. Donc on va bien s'expliquer. Il faut d'abord qu'on vous amène à avaliser mentalement le système de la dette. Et pour que vous avalisez ça, il faut que vous amène que c'est trop compliqué. Les banquiers et les financiers, c'est une race supérieure qui vient de Dieu. Et quand tu vois un Rothschild mettre à genoux, c'est Dieu. Pourquoi? Il gère l'argent. Oh, c'est sophistiqué, hein? Les banquiers sont disciplinés. Ce sont des gens, d'abord, ils mettent les vestes, ils sont raffinés, ils sont frais, ils sont disciplinés. Là-bas, il n'y a pas le vol. C'est transparent. Les choses sont bien codifiées. Mais c'est le même genre que j'ai les paradis fiscaux. C'est-à-dire le vol autorisé, le vol légal. C'est-à-dire ils sont transparents, mais personne ne contrôle leur transparence, mais eux contrôlent la transparence de tout le monde. Oui. Tout à fait. Oui. Donc, on vous dit que non, c'est trop sophistiqué. Il y a des normes et des règles. Ça veut dire quel nombre de quoi? Les affaires sont simples. Vous produisez l'argent en tant que qui? Vous l'avez compte à qui? C'est ça le problème. Donc, les États-Unis sont très endettés par rapport à ça, parce que le système qu'il a bien décrit fait que l'État américain, dès le départ, est endetté. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Quand l'État vient, qu'est-ce qu'on appelle le premier crédit là? Je ne vais pas poser la question. Le premier crédit qui peut fonctionner l'État, qui le met? Nous, les colonies françaises, on est entré en indépendance étant endetté. La France, c'est vraiment dit que tout ce qu'elle a investi là, on n'a rien investi. Pendant qu'on travaille gratuit, la France a transformé ça en dette. Et nous sommes entrés en indépendance étant déjà endettés. Et que le premier prêt, parce que c'est le français. La France, c'est-à-dire que nous a endettés dès notre naissance en tant qu'État. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Donc, un État, en principe, si dès le départ, il doit lever du crédit de la dette, c'est sur lui-même. Ce n'est pas sur un créancier étranger. Parce que je l'attends de vous démontrer. Or, ils ne permettent jamais que ça soit possible. Il faut qu'il soit toujours le premier à financer l'endettement fondamental d'un État. Or, au départ, l'État s'endette par rapport à lui. À partir de ce niveau-là, la dette, en principe, n'est pas un problème pour un pays au point de mettre en cause sa souveraineté. Parce qu'il a fait seulement de gestion et de régulation à ce moment-là. Puisque l'État est endetté avec lui-même, si c'est un État avec moi-même.
C'est pas un problème. Hein? Je donne à la dette ce que je veux comme État, comme nature, comme destination. Mais si quelqu'un m'étrangle, si quelqu'un est derrière, dit que, monsieur, paye ta dette. Mais imagine, il m'étrangle quand il veut. C'est ça le problème des États-Unis. À la différence que, je vais dire cette vérité, la dette américaine, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est une dette qui appelle le 75%, est une dette propre à l'Amérique. C'est-à-dire que les créanciers américains sont aux États-Unis. Le reste, ce sont des obligations détenues par la Chine, d'autres personnes, mais en 76%, pratiquement, la dette américaine, c'est les Américains qui l'ont. Alors, comment ils jouent donc? Depuis plus de 10 ans, 20 ans, l'Amérique a un problème. Sa dette croît plus que sa réalité économique. Et là, tu as raison. Donc, mal géré. Mauvaise gouvernance. Et l'Amérique finance ses déficits pas en fabriquant de la monnaie. Donc, c'est un pays qui est très mal géré à ce niveau-là. Ça fait un problème. Pour financer les guerres, financer les complexes, c'est quoi? Les banquiers qui détiennent tous ces machins amènent l'État américain à s'endetter pour financer le secteur privé. Le secteur privé, on finance ça et c'est peut-être d'être payé par les Américains à travers le système des impôts. C'est pour ça qu'il y a l'inflation aux États-Unis. Ils font que monter. Parce qu'il y a des intérêts à rembourser chaque année. Alors, voilà un président américain qui arrive. Il a été très démocratiquement élu par les Américains qui sont des savants, ils sont des démocrates très heureux. Il vient, il a son programme, mais dès qu'il arrive, les créanciers là, parce que tous ces gens qui font ça, les fonds de pension, les banques américaines, certains particuliers même qui investissent, comme il y a là-bas, qui spéculent, les marchés français, etc. Quand tu arrives, on te regarde. J'ai mon programme. Toi-même, avant d'entrer à la maison blanche, tu déchires ton programme, tu me l'as. Le premier acte que le président américain fait, donc, une fois qu'il est élu, dès qu'il entre à la maison blanche, il prend le programme, il déchire. Le type state de la tour dit, voici ce que nous voulons avoir comme bénéfice. Voici nos priorités. Ta politique, on va la faire à ta place. Ce sont des conseillers quand ils sont là. On te dit ce qu'il y a à faire. Tout ce que toi tu as fait, c'est de savoir danser en public, faire le théâtre en public, bavarder, ça, faire ça en public. Tu fais le théâtre très bien, comme Zelensky. Organiser des guerres. Oui. Le reste, c'est eux qui font. Il y a une seule politique possible. La différence, c'est qui va en guerre, qui va pas en guerre. Il n'y a pas deux politiques, parce que tout tourne autour de ça. Il a bien dit. Il faut endetter chaque Américain qui naît. On doit l'endetter. Et quand il pense qu'il veut sortir de sa tête, il fait rire, parce qu'il ne connaît pas quoi au-dessus de sa tête. Il y a le marché des spéculations. Quand le jeune États-Unien a son pour l'introduire brillamment dans le système de la dette, c'est l'armée qui lui propose de financer ses études. Quand l'armée lui propose de financer ses études, il va rembourser la dette, il va devenir un soldat. Quand on prend l'armée, les petits biens de consommation fondamentale. Oui. Les voitures, les études, les biens ménagers, tout ça, tu peux financer les études. Voilà, tu peux à crédit. Mais tu payes avec un crédit. Hein. Ce qu'ils ne maîtrisent pas, c'est la spéculation qui est au-dessous de la dette. Ils ont fait très fort, c'est parce que désormais, l'argent désormais s'échange avec l'argent sans l'intermédiaire d'un bien. Et ces révolutions sont réservées ça. Dans les ça. Alors, donc, la américaine a ce problème, c'est que si ça dépendait seulement du fait que la différence entre la dette due au public et la dette de l'État, c'est-à-dire que, par exemple, nous, les pays africains, on a un problème. Nos créanciers sont des partenaires extérieurs qui pour les banques étrangères. Les Américains, ils contrôlent à 16% de dette parce que c'est, comme je vous l'ai dit, ce sont les Américains qui détiennent l'institut américain. Comme je l'ai dit, c'est un problème. Le problème, c'est que, comme ils sont dans la spéculation et que c'est le secteur privé s'enrichit de dépenses de l'État. Qui, pour attraper, doit lever les impôts. C'est un problème qui arrive aux États-Unis.
C'est un des problèmes auxquels Donald Trump fait face à l'heure actuelle. La bataille qui nous compte pour jeter de la fête. C'est quoi? C'est ça l'enjeu. C'est ça le problème. C'est même une bataille perdue d'avance. Et c'est pas ça que les Cameroun ça faut pas qu'il est là. Peut gagner fort. D'accord, Président. Peut-être on va sortir avec cette question, avec cette guerre qui a éclaté en février entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Est-ce qu'on peut avoir l'impression que la bataille au niveau du décor d'Ormuz qui a catalysé la monnaie, de telle sorte que désormais c'est avec le yuan que les échanges se font au détriment du dollar. Est-ce que cela ne va pas contribuer à mettre les États-Unis dans les années qui peu probables? C'est le même jeu politique américain. Parce que justement, à partir du moment où le dollar commence à prendre un rival, il y a des problèmes. Le rival, c'est le yuan. À partir du moment où le yuan s'impose comme rival du dollar, ben le dollar devient fou, il panique, il perd le nom. Parce qu'il y a longtemps qu'il faut c'est une situation de mono. Le premier est très simple. Je vais expliquer ça simplement. Comprendre cette chose. L'argent, c'est une marchandise. Quand vous comprenez ça, c'est-à-dire que l'argent, c'est une marchandise particulière. Oui. Celui qui produit ça, elle est une opération commerciale basique. Je produis, je dois gagner. Je dois sécuriser mon marché. Je dois mon produit. M'assurer que je ne sois pas déplacé sur le marché là, au cas par un riz. Parce que voilà, j'ai du dollar et de la monnaie. Maintenant, le dollar concurrencé par le yuan. Et le dollar devient fou. C'est-à-dire que c'est présent, mais pourquoi le dollar fait le fou là? Il est fou, le dollar est fou. Le dollar est devenu fou parce que il est confronté à un rival. Pourquoi? Parce que fabriquer un problème. Ça veut dire que vous pouvez financer le déficit, c'est pas. Ils fabriquent du dollar, ils vendent. En fait, c'est la planche à billets, mais privilège que tu ne peux pas, qu'aucun État ne peut avoir. Mais comme lui, le dollar est la monnaie, en fait, la monnaie mondiale, il faut produire ça comme il veut, parce que le marché, là, il n'y a pas de concurrence sur le marché de la production, le dollar est toujours sollicité, il en produit comme il veut. Sans le secteur plus règle de bonne gestion. Mais simplement, il y a un décalage entre comment on dit ça, les lois économiques réelles et comment on dit ça, la nature de l'impérialisme américain. Quand tu fais des guerres, tu fais la guerre, tu es toujours en guerre, tu as un appareil militaire hyper développé, hyper grand, n'est-ce pas, et qu'il faut financer. Quand arrive donc, n'est-ce pas, que les marchés commencent à anticiper sur l'avènement d'un rival, comme la Chine, mais tu es perdu. On commence à te dire ce que tu ne disais pas hier. Ah, monsieur, fais attention. Ah, monsieur, règle ton déficit. Règle ça. Mais qui te dit ça? C'est le banquier qui te finançait sans te déranger. Parce que tu es en situation de mono. Du moins, il t'utilisait toi comme État pour faire ce travail. Maintenant qu'il y a d'autres États qui émergent, qu'il y a un autre rapport à la propriété privée, qu'il y a un autre rapport à l'économie. En plus de toutes les consorts, oui, c'est terrible, ton dollar, ils font des transactions qui font que grandir à la baie du dollar. C'est là où donc, le problème de la dette américaine devient donc une situation préoccupante pour les États-Unis. Un problème sérieux. Pourquoi? Je vais chuter par là. Oui. Parce que les banquiers, là, les financiers, ce sont des gens très cyniques. Hein. Ils considèrent que les États sont leurs instruments. C'est l'instrument dans leur politique. Donc, si l'État américain, comme tout à l'heure, Jonathan a dit on a dit aux Français que mais, vous perdez vos colonies, nous on va traiter directement avec vos colonies et on finit avec vous. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui est en train d'arriver. Donc, on dit à l'État américain que monsieur, si toi tu ne peux pas neutraliser les Chinois, nous on va traiter avec les Chinois. Nous on est dans les Chinois. D'ailleurs, nous on est déjà en Inde, tous ces consorts. On est au Japon, on est au Brésil. Tout ce que vous entendez, économie émergente là, vous croyez que c'est quoi? Qui est derrière? Qui est derrière? Ce sont ces marchés financiers qui recherchent des marchés, n'est-ce pas, où ils vont placer leurs capitaux et que ça les enrichisse. Ils s'en fichent dans les États. Au contraire, ils mettent les États en concurrence, justement, pour essayer de maintenir leur hégémonie sur les appareils d'État. Parce que s'il y a une menace qui pèse sur eux, c'est l'État. Parce qu'il suffit qu'un État dise que, bon, je reprends ma banque centrale dans mes mains, c'est moi qui produis la monnaie désormais, vous les banques commerciales, vous restez des intermédiaires entre l'État et ceux qui ont besoin de l'argent, mais c'est fini. C'est terminé.
Et ça, ils ne peuvent pas accepter ça. Donc c'est un enjeu américain, mais c'est un enjeu mondial. Oui. Parce que comme l'économie américaine est une économie est une économie globale, parlons comme ça, elle est globale, si elle touche, ça a l'impact sur l'économie mondiale. C'est comme la Chine, quand la Chine est grippée, l'économie mondiale le ressent. Donc la dette américaine, c'est un enjeu global, c'est une affaire qui concerne tout le monde entier, et vous faites bien de mettre ça sur la table. D'accord, merci pour cette intervention, Président Bandakani. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, nous traversons ici la dernière ligne, pas ligne droite, les dernières lignes, je veux dire,